merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux d'avoir ces quelques minutes avec vous pour partager, échanger sur cette question de la résilience, ce mot dont on entend de plus en plus parler et que la ville de Paris a un paradigme que la ville de Paris met en place depuis 4 ans maintenant. Je vais d'abord parler de définition, parce que résilience, c'est un peu un buzzword en ce moment qu'on utilise à toutes les sauces. Et je vais vous parler de la définition qu'on utilise à la fois à la ville de Paris et dans le réseau international des 100 villes résilientes qui a été mis en place en 2013, puisque j'ai eu cette chance de démarrer ma mission à la ville de Paris en étant accompagné par 99 collègues de 99 villes et métropoles du monde, des 5 continents, utilisant les mêmes outils, les mêmes méthodologies, la même définition, et on a beaucoup parangonné, benchmarké, mais c'est un anglicisme, on n'a pas le droit de le dire, parangonné, pas beaucoup plus beau, on a beaucoup échangé des bonnes pratiques, ce qui a fait, je pense, rapporter une vraie plus-value à cette stratégie. Alors la définition. Déjà au départ, le sujet des 100 villes résilientes posait un problème, la résilience urbaine. La logique, c'est de dire que la résilience, c'est la vision systémique holistique, et donc que l'urbain, par exemple, n'est rien sans le rural. On peut développer autant qu'on veut l'agriculture urbaine, dans des grands ensembles urbains comme la ville de Paris ou des grandes capitales, on ne sera jamais autosuffisant. Donc de toute façon, on ne peut plus envisager l'avenir des villes sans envisager l'avenir de la campagne. Et l'avenir des relations entre les villes et la campagne. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de résilience territoriale davantage, plus que de résilience urbaine. Ensuite, on ne parle pas de la résilience municipale ou de la résilience d'une collectivité locale. On parle bien de celle du territoire, avec tout ce qu'il compose. Les habitants, habitantes, les entreprises, les institutions publiques, les infrastructures construites, les bâtiments, les routes, les ponts naturels, les cours d'eau, les continuités écologiques, les parcs, les jardins, les forêts, les réseaux critiques de matière, d'énergie et les flux qui circulent à travers eux. C'est cette vision du territoire comme un métabolisme. Vous connaissez certainement cette logique-là. On essaie de modéliser le fonctionnement du territoire avec ses entrées, ses sorties permanentes, 24/24, 7 jours sur 7, et d'envisager la capacité de ce territoire, avec tout ce qu'il compose, à continuer de fonctionner et de poursuivre ses objectifs de développement, grosso modo indépendamment de tout ce qui va lui tomber dessus dans le siècle. Indépendamment des chocs majeurs, des désastres, ça c'est la vision un peu habituelle de la résilience, les grandes inondations, une pandémie, une attaque terroriste, des chocs, une émeute, une grève générale pendant plus d'un mois, par exemple, etc. etc. Voilà, il faut bien faire fonctionner le territoire pendant tous ces événements. Donc, chose importante, on ne parle pas que de résilience climatique. Et le simple fait de parler de résilience climatique ne marche pas. Parce que si on pense qu'au climat, on ne pense pas aux autres sujets, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la capacité de ce territoire à continuer de fonctionner ou de se développer indépendamment des chocs majeurs, mais en même temps en réduisant un certain nombre de ce qu'on a appelé des stress chroniques, qui ne sont pas des grandes catastrophes ou des grands désastres, qui sont du quotidien, mais qui atteignent tout autant les capacités de fonctionnement ou de développement du territoire. Par exemple, les pollutions de l'air, de l'eau, du sol. On est obligé aujourd'hui, on va mettre des décennies à reconquérir la qualité naturelle des sols après quelques décennies où on a complètement massacré les sols. Ça vient d'être présenté, cette logique de reconquérir les sols. Mais ça handicape sacrément notre développement. Qui fait des projets de développement immobilier, c'est que la pollution des sols aujourd'hui pose quelques soucis quand même, etc., etc. Donc, et ça, c'est pas une catastrophe, la pollution des sols. C'est quelque chose de latent, mais il va falloir le traiter aussi. Le manque de cohésion sociale, les inégalités, les canicules, qu'on avait tendance à considérer jusque-là comme des crises, mais qui vont devenir totalement chroniques, et qu'il faut sortir de la logique de crise pour le rentrer dans le permanent, quotidien, avec des canicules qui vont durer beaucoup plus longtemps, qui vont être beaucoup plus fortes. Paris, on envisage 50 à 55 degrés, horizon 2050, pour des canicules qui peuvent durer 3 à 4 semaines, et qui pourront démarrer début juin et se terminer fin septembre. On n'est plus du tout dans le même monde. Soit dit au passage, ça veut dire que les arbres, je pense à la présentation d'avant, qu'on plante aujourd'hui pour qu'ils nous fassent de l'ombre dans 20 ans, il est urgent de s'interroger sur les essences qu'on plante, parce qu'il va falloir qu'elles soient compatibles aussi avec le climat de dans 20 ans. Toutes les villes aujourd'hui plantent des arbres. Eux se posent cette question des essences qu'on plante aujourd'hui. Survivront-elles dans 20 ans? C'est pas gagné. Et donc c'est l'idée de traiter tout ça en même temps.
de traiter en même temps, avec la même action, avec le même argent, avec les mêmes processus, à la fois une meilleure protection contre les chocs majeurs et en même temps la réduction d'un certain nombre de problèmes du quotidien qui atteignent la capacité de résilience du territoire. Alors de quoi on parle quand on parle de choc ou de stress? Je ne rentre pas dans les détails, on peut challenger cette typologie. En tout cas, vous voyez qu'il ne s'agit pas que du climat et qu'il n'y a pas que le carbone et l'énergie. Et j'insiste beaucoup là-dessus, la résilience ne concerne pas que le climat. On peut être zéro carbone demain si on ne s'occupe pas de la biodiversité, si on ne s'occupe pas de la reconquête des sols, si on ne s'occupe pas de... on ne sera pas mieux pour le développement futur. Et donc attention à ce que des super bonnes solutions carbone et énergie ne viennent pas handicaper ou freiner la dynamique sur d'autres sujets. Ça, je dis ça rapidement, mais c'est moins le cas. Ça, c'est parce que j'ai commencé il y a 4 ans. Et quand je parlais de résilience il y a 4 ans, on me regardait avec des yeux énormes en disant mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept? Encore nous, après les smart cities, les inclusive cities, les wise cities, etc. On a un nouveau truc à la mode. À Paris, il y a quand même le logo de la résilience partout sur le mobilier urbain. C'est la devise de Paris, cette nef. Fluctuat nec mergitur. Le bateau est secoué par la tempête, mais il ne coule jamais. C'est une parfaite définition de la résilience urbaine ou territoriale. C'est le baron Haussmann qui en a fait la devise de Paris en 1853. Et c'est usité par les Parisiens depuis que Paris s'appelle Lutèce, quand la ville était régulièrement confrontée à des épidémies, des sièges, des inondations, etc. On n'est pas du tout sur un effet de mode. On est sur quelque chose qui a toujours existé, qu'on a oublié dans l'euphorie technologique de la fin du XXe, où on était certain qu'on allait avoir des voitures volantes et pouvoir aller sur d'autres planètes, etc. etc. Et en gros, on sera toujours plus fort que la nature, on sera toujours plus fort qu'eux. On en rabat un peu maintenant en se disant, oula, on ne sait vraiment pas de quoi l'avenir sera fait, ou plutôt, on sait qu'il ne sera pas du tout celui qu'on avait envisagé jusque-là. Donc, le paradigme de la résilience redevient pertinent, comme il l'a été pendant des décennies ou des siècles. Les habitants s'en rappellent, je passe, c'est d'actualité. Le lendemain des attentats, il y a 4 ans, les artistes se réapproprient cette devise, comme quoi ça peut aussi faire sens au sein de la population et que c'est pas qu'un mot techno. C'est aussi un mot qui peut parler aux vrais gens, entre guillemets. Les enjeux de résilience qu'on a identifiés à Paris, je les cite très rapidement pour venir directement sur ce qu'on fait et pas uniquement sur le jus de cerveau conceptuel. Le premier enjeu, les inégalités sociales qui se creusent de manière dramatique dans toutes les villes et la cohésion sociale qui se délite. Pourquoi? C'est tout simple, ça existe aussi depuis que l'humanité existe. On est plus fort à plusieurs. Et quand les infrastructures sont défaillantes, quand les pouvoirs publics sont débordés, qu'est-ce qui reste? La capacité à aider son voisin. Mais encore faut-il connaître son voisin. Encore faut-il avoir un minimum de visibilité sur les vulnérabilités qu'on a autour de chez soi, dans son immeuble, dans son quartier, etc. Ce qui a complètement disparu des grandes villes, qui existe encore un peu à la campagne. Le premier facteur de résilience d'une population, c'est la résilience de la population elle-même et sa capacité à s'entraider. On étaye ça avec plein de publications scientifiques. J'aurais adoré vous en parler, mais je n'ai pas le temps. Le risque terroriste, bien sûr, le contexte sécuritaire en général, et on englobe dans cette partie l'augmentation prévisible des émeutes urbaines, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, etc. Enfin, l'évolution économique du monde et de la société laisse quand même présager que ça va augmenter ce type de mouvement. Qu'est-ce que pour nous, ville, ça implique en matière, par exemple, de cahier des charges pour l'acquisition de mobilier urbain? Vu ce que nous coûtent tous les week-ends, avant les manifestations de gilets jaunes, les camions municipaux qui passent pour enlever les grilles d'arbres, etc., puisqu'elles servent de projectiles pendant les manifestations, on doit, dans une logique de résilience, se dire le mobilier urbain de demain, il doit tenir compte des émeutes, par exemple. C'est ça la logique de la résilience, c'est vraiment de passer du problème à l'action directement pour être moins vulnérable face à l'ensemble de ces risques. Le dérèglement climatique, bien sûr, mais aussi bien dans ces logiques d'atténuation que d'adaptation. Je vais y revenir, et s'il n'y a qu'une chose que vous devrez retenir de ce que je vais dire, c'est que à cette heure, l'atténuation, on va dire que c'est en route. L'adaptation, on est encore complètement dans les choux, et on a, grosso modo, des politiques d'atténuation qui sont parfois incompatibles ou contradictoires avec des politiques d'adaptation. La RT, la réglementation thermique, j'y reviendrai tout à l'heure, heureusement qu'elle va évoluer, parce que jusque-là, ça nous a fait faire un paquet d'erreurs. La pollution de l'air, premier stress sanitaire inévitable aujourd'hui, ça tue autant que l'alcool.
chaque année, sauf qu'on peut choisir de ne pas boire, mais de ne pas respirer, c'est plus compliqué. Et c'est un scandale sanitaire absolument majeur qui aujourd'hui, contrairement à l'alcool par exemple, qui fait l'objet de lois, de campagnes de prévention, etc., n'est pas encore du tout au cœur des sujets politiques, de développement économique, etc. Alors que juste à l'échelle du Grand Paris, on parle de 6500 morts par an, par exemple. Juste à l'échelle du Grand Paris, il n'y a rien qui tue plus que la pollution de l'air aujourd'hui en phénomène exogène de ce type-là. Comparé au terrorisme et à tout ça, on est vraiment à un sujet incomparable en termes de victimologie ou de maladies chroniques. Là, je parle des morts, mais il y a aussi toutes les maladies chroniques, le coût pour la sécurité sociale, etc. etc. La Seine et les risques liés au fleuve. Vous connaissez certainement le risque de crue majeure de la Seine dont on parle régulièrement, crue dite centenale, mais cette référence ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Je ne reviens pas là-dessus. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on doit mieux se préparer face au risque d'inondation majeure. Le territoire en général, les entreprises notamment, on n'est pas prêt, pas suffisamment prêt. Ça augmente, on est de plus en plus prêt, mais pas encore suffisamment. Mais ce n'est pas le risque principal lié au fleuve. L'OCDE a dit que, dans une étude remarquable qui fait référence aujourd'hui, toujours que le coût d'une inondation majeure de la Seine serait assez important juste pour la région, puisqu'on envisage 30 milliards d'euros de pertes de capital public et privé, juste les destructions pures et simples, et 60 milliards d'euros de pertes d'activité pour les entreprises, 450 000 emplois détruits, etc., etc. Tout ça est connu depuis 2014. Pour autant, est-ce que l'ensemble du territoire a pris la mesure du risque? On n'y est pas encore tout à fait, alors que ça va coûter très cher. Néanmoins, l'OCDE devrait nous accompagner bientôt dans l'étude inverse. On a un rendez-vous la semaine prochaine, j'ajoute ça, mais le risque principal lié au fleuve n'est pas celui-ci. C'est le risque inverse. On va manquer d'eau. Et le risque de sécheresse à répétition, de manque d'eau à l'échelle du bassin versant est bien plus grave qu'une inondation. Je n'ai pas le temps de développer, je le ferai volontiers une prochaine fois si vous voulez. Et la gouvernance, parce que tout ça ne fonctionne que si on est capable de... Enfin, les réponses à tous ces enjeux ne peuvent fonctionner que si on fait évoluer assez fortement la façon dont on produit les politiques territoriales. On parle des relations entre institutions publiques, des relations entre le public et le privé, des relations entre le public et les habitants, de l'échelle géographique à laquelle on pense tout ça. Il n'y a pas une seule circonscription administrative constituée, géographique, qui colle pour ces enjeux-là. Chaque enjeu a des circonscriptions différentes. Ce n'est pas une collectivité, l'échelon communal ou l'échelon métropolitain, ou etc., qui pourra s'occuper de ça. C'est tous ensemble. Et comme quand vous savez comment fonctionnent les relations territoriales en général entre collectivités, avec le privé, etc., on a beaucoup de chemin à parcourir pour être plus fluide, plus efficace dans ce sujet-là. Là, j'ai évoqué des risques connus, mais il y a tous les autres, tous ceux qu'on ne connaît pas encore. Et donc un territoire résilient, c'est aussi un territoire qui est capable de faire face à l'imprévu. Et ça implique un certain nombre de qualités à développer qui ne sont pas encore là. Par exemple, la flexibilité, le mot tabou dans le public notamment, la redondance, la capacité à avoir des plans B, à sortir complètement des process le moment venu, etc., etc. Tout un tas de qualités qui se fracassent assez fortement avec notamment la culture administrative séculaire, bien hiérarchisée, en silo, etc. Donc on doit forcément agir sur un certain nombre de leviers. Je passe rapidement. Donc j'ai déjà dit que cette stratégie de résilience, elle avait été inspirée notamment par d'autres villes du monde, et surtout l'ambition de l'approche de la résilience, et je pense notamment à des maîtres d'œuvre ou à des promoteurs qui répondent à des cahiers des charges municipaux sur différentes opérations. Ce n'est pas une couche en plus par rapport à toutes les autres. C'est censé être une logique de méta-approche qui à la fois traite les logiques climatiques, sociales, smart city, digital, énergie, etc. Puisqu'on a pris cette habitude de développer des plans différents pour tous ces sujets, mais tous ces sujets ne font sens que s'ils ne sont pensés ensemble dans une vision plus holistique. Et donc la logique, c'est pas une couche en plus et de la littérature en plus pour les architectes ou les promoteurs qui veulent répondre à des appels d'offres. C'est plutôt une métastratégie qui résume toutes les autres. Trois façons de répondre à ces enjeux dans cette stratégie. Un, s'appuyer sur les habitants et redéfinir le rôle des habitants dans tout ça. Deux, changer la vision du projet urbain, la fabrique de la ville. Urbanisme, aménagement, matériaux, changement de paradigme assez fort. Et trois, une gouvernance qui doit évoluer. Je vous présente juste une ou deux actions de chacun de ces piliers pour illustrer ce que ça veut dire concrètement, puis je terminerai sur ce que tout ça appliqué au bâtiment pourrait donner. Mais c'est une réflexion, c'est un work in progress, etc. Donc un premier pilier,
enfin considérer qu'il est utile d'impliquer les habitants dans tout ce que je viens de raconter avant. C'est pas trop la logique étatique aujourd'hui. Hein. La culture du risque, c'est jugé comme étant anxiogène, il ne faut pas trop en parler aux gens, parce que ça leur fait peur, etc., etc. Sauf que le moment venu, face à différents événements, des habitants préparés sont beaucoup moins facteurs de troubles à l'ordre public que des habitants qui paniquent. Et donc on a absolument besoin de mieux impliquer les habitants. C'est plusieurs initiatives, un des projets notamment qui est inspiré d'autres villes anglo-saxonnes notamment qui font pas mal ça, proposer à tous les habitants qui le souhaitent des formations et des missions sur les différents sujets. Donc c'est le programme qui s'appelle les Volontaires de Paris, où on propose à la fois des habitants de se former sur la façon de venir en aide aux SDF autour de chez eux, de végétaliser, de débitumer et végétaliser le pied d'arbre en bas de chez eux, de récupérer de l'eau de pluie en façade de leur bâtiment, pour autant que le bâtiment permette de le faire, etc., etc. Donc à la fois passer à l'action pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs voisins, leurs collègues, etc. Des formations gratuites, hein, assurées par tout un tas de partenaires. Je dis ça parce que pourquoi s'appuyer sur la société civile? Si on prend juste le carbone, et je fais d'habitude je ne prends jamais que le carbone, mais si on prend juste le carbone ou les gaz à effet de serre, la ville de Paris, dans son fonctionnement quotidien, la mairie de Paris, elle ne peut agir dans son fonctionnement interne hein, que sur 2% des émissions de tout Paris. Avec son pouvoir réglementaire, son budget, ses 60 000 agents, son pouvoir politique, etc., 20%. 80% dépendent des gens. Dépendent de ce que vous mangez tous les jours, et la collectivité ou la sphère publique, elle aura ses limites quand même en la matière, et c'est de la logique de ce type de programme que de dire il faut embarquer la société civile dans des changements de comportement qui feront effet à l'effet masse. Sur les infrastructures, c'est un changement assez radical de paradigme. Je donne un exemple, certains ici en ont peut-être entendu parler parce que ça a un peu fait le buzz, c'est notre cours d'école Oasis. Ah non, mais juste avant l'exemple, les infrastructures, c'est cette logique de... Vous savez, on parle de plus en plus de cette logique des communs. Il faut qu'on pense infrastructure dans son ensemble. Et chaque fois qu'on construit, qu'on rénove, qu'on adapte une infrastructure, les questions de biodiversité, d'eau, de qualité des sols, d'énergie, doivent être prises en compte en même temps. Et donc, pour les collectivités locales, ça implique vraiment une révolution interne de fonctionnement, parce que tous ces silos, tous ces sujets sont souvent traités dans des silos différents. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver sur chaque opération, sur chaque politique, sur chaque projet, de tenir compte de tous ces sujets. Sur atténuation-adaptation, je vais rapidement, mais... Notre discours techniciste sur l'atténuation, c'est pas ça qui permettra d'embarquer la population. Voilà comment on parle du climat. Alors ici, il y a des gens qui sont absolument, j'imagine, passionnés, convaincus. Si vous êtes ici, vous êtes déjà au courant de tout ça, mais le grand public, les 80% qu'on évoquait tout à l'heure, avec nos courbes, nos questions de tant de degrés ou tant de degrés à la fin du siècle, de kilowattheures au mètre carré, de tonnes de carbone, c'est pas comme ça que c'est un discours. Je sais que ça fait le bonheur des ingénieurs, mais ce discours techniciste a ses limites, parce qu'en plus on parle de choses qu'on doit faire maintenant, qui impliquent les comportements pour des résultats à la fin du siècle. C'est pas facile d'embarquer la population pour des résultats à la fin du siècle quand même. Hein. Et même la ville de Paris, hein, je fais aussi notre autocritique, on suit ce même mouvement très techniciste autour, quand on parle de climat, on parle de chiffres, etc., etc. L'adaptation, qui est indispensable pour que dans vos appartements, vous puissiez survivre à des canicules de 55 degrés à l'ombre pendant un mois. L'adaptation, c'est ça l'adaptation. Ça parle un peu plus aux gens. C'est la façon dont on va mieux récupérer l'eau, dont on va végétaliser, dont on va utiliser le confort d'été avec de la ventilation naturelle, etc., etc. L'adaptation, c'est des résultats tout de suite en bas de chez vous. Et alors que l'atténuation, c'est des résultats à la fin du siècle à l'échelle de la planète. Évidemment, entendons-nous bien, il ne faut absolument pas revenir sur l'atténuation. Hein. Mais c'est en route, c'est réglementaire maintenant, l'atténuation. L'adaptation, les accords de Paris ne parlent pas d'adaptation, je suis désolé, ou très peu. Sauf que l'adaptation, c'est demain, ça arrive. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'ART, cette sacro-sainte loi du kilowattheure au mètre carré, hein, kilowattheure au mètre carré par an, je suis désolé, mais déjà, ça marche quasiment jamais quand on mesure après, hein, les calculs théoriques de départ. Et aujourd'hui, on livre des bâtiments BBC, BPOS, etc., qu'on devra évacuer pendant les canicules. Parce qu'il fera trop chaud dedans, parce qu'on considère avec cette RT que le but c'est de produire vertueusement du chaud en hiver, et puis que le froid en été, c'est pas trop grave. Alors on le calcule, mais on le calcule selon les températures d'aujourd'hui.
pas selon celle de demain. Si on dimensionnait aujourd'hui les calculs thermiques pour dire il faut mettre de la clim dans les appartes quand il fera 55 degrés, on aurait du mal à obtenir les labels. Hein. Ça serait difficile. Donc, de toute façon, on a un vrai sujet là entre l'atténuation et l'adaptation. Des bâtiments aujourd'hui qui cochent toutes les cases en atténuation, ne cochent quasiment aucune ou pas beaucoup en adaptation, sur le confort d'été en particulier. Et le confort d'été, si c'est avec des VMC double flux et des fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir, etc., ça aussi, on commence à arriver aux limites de ça, par rapport à des solutions plus naturelles, donc plus résilientes, parce qu'elles n'auront pas besoin de maintenance, d'entretien, etc., etc. Je voulais parler, je n'aurai pas le temps, parce que ça y est, j'ai dépassé. Ah non, il me reste 20 secondes. Donc... les cours d'école, on a essayé d'appliquer tout ce jus de cerveau théorique à un objet très simple, très courant, qui existe partout dans le monde, la cour d'école. C'est quoi une cour d'école résiliente? Ça fonctionne plutôt bien pour l'instant, et c'est un peu notre flagship qui permet d'illustrer de manière opérationnelle ce que ça veut dire. Donc la logique, c'est de changer complètement le paradigme sur à quoi sert une cour d'école. Une cour d'école, elle sert aux élèves, mais elle sert aussi au quartier. Par exemple, sur cette question d'effet d'îlot de chaleur urbain. Il y a une cour d'école tous les 200 mètres à Paris. Ça représente 70 hectares de surface asphaltée, bitumée, noire, imperméable, qui participe de l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui ne nous aide en rien à mieux gérer les eaux pluviales, etc., etc. C'est aseptisé au possible, il n'y a pas de végétaux, parce que, oh là là, les enfants pourraient en manger, c'est dangereux, etc., etc. C'est ultra sécurisé, bunkerisé, etc. Et une cour d'école, sur une année, elle fonctionne quelques pourcents du temps. Hein, le reste du temps est vide, ça ne sert à rien. Dans le même temps, on parlait tout à l'heure de cohésion sociale et du fait qu'à Paris, en particulier, une des villes les plus denses du monde, on manque cruellement d'espace pour que les gens fassent des choses ensemble. Vous êtes jeunes parents à Paris, vous voulez faire un anniversaire avec vos enfants, à part le McDo, c'est compliqué, hein, parce que les appartements sont petits et vous n'allez pas inviter 10 gosses ou 15 gosses dans un 2 pièces. Et donc, où on peut le faire? Pourquoi on ne prendrait pas la cour d'école le week-end? Et les ERP, la cour d'école, hein, elle est prête à l'emploi. Pourquoi? Pour une question de gouvernance. Qui s'occupe des clés, la sécurité, etc. Gouvernance, uniquement. Ce n'est pas une question de l'infrastructure, là, c'est une question de gouvernance, une question de règles, de process à mettre en place. Donc la logique, plus de bitume. Je travaille avec la Fédération des industries du béton nationale. On allait leur dire que s'ils voulaient survivre, il va falloir changer un peu de paradigme. Mais le bitume, béton classique, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Hein. Il va falloir agir fortement sur d'autres types de matériaux. Par exemple, les 70 hectares de cours d'école, là, il n'y en aura plus un seul mètre carré en bitume asphalté traditionnel. On va mettre de la pleine terre quand c'est possible, parce qu'avec la pollution, c'est pas toujours possible. Et puis des nouveaux matériaux drainants, plus clairs, etc., etc. Végétalisation massive, faire venir des fontaines pédagogiques au cœur de la cour pour que les enfants puissent s'hydrater, notamment pendant les canicules, sans avoir besoin d'aller avec un adulte au fond de la cour, puisque c'est comme ça que sont dimensionnées la plupart des écoles Jules Ferry à Paris, etc., etc. On en profite pour traiter des sujets de genre dans la cour. Ça commence dès la maternelle. Hein. La prédominance des garçons dans la cour sur les filles, c'est dramatique dans les écoles maternelles. Donc on en profite pour designer avec les enfants ce que seront les différents espaces de la cour ensuite. Les parents sont impliqués, les enseignants, les enfants, sinon ça ne peut pas marcher. Donc c'est à la fois parce qu'il faut faire du co-building, puis aussi pour que ça marche derrière. Si on doit changer les jeux de cours, on essaie d'utiliser des matériaux en réemploi, issus de l'économie circulaire, fabriqués localement, etc., etc. Et la logique, c'est on garantit des meilleures conditions thermiques pendant les canicules aux enfants la journée. Mais la logique de la résilience, point de vue holistique, on peut faire plus. Ça peut servir à d'autres choses, cet argent investi. Eh bien, le soir, après 18h, ça pourra servir à toutes les personnes âgées qui habitent autour, puisque vous savez que pendant les canicules, il y a une attention particulière, il faut que les personnes puissent être dans des espaces rafraîchis, etc. Et puis surtout, le week-end et pendant les vacances, ces espaces agréables, végétalisés, doivent servir la cohésion sociale du quartier, être ouverts aux habitants du quartier pour faire des choses. Je vais m'arrêter. Donc, vous voyez, en tout cas, l'esprit, c'est avec le même euro public, ou privé, hein, on a beaucoup plus d'impact. C'est ça la différence majeure avec les logiques de développement durable, qui est un oxymore, je pense que plus beaucoup de monde utilise, mais on nous a dit pendant des années, pour que le bâtiment soit durable, il faut mettre 20% de plus, ce qui était vrai. Aujourd'hui, la logique de la résilience, c'est avec un budget donné, on va avoir plus d'impact parce qu'on design le projet autrement, dans cette logique plus holistique. On a la même logique sur la rue, je n'ai plus le temps de vous en parler, mais on vient de livrer une première rue résiliente appliquée à l'espace public. Et pour terminer, cette fois pour de vrai, j'ai essayé de réfléchir à ce que ça pourrait être tout ça appliqué au bâtiment. C'est un work in progress. Hein. Je ne suis pas un scientifique, tout ça, on travaille beaucoup avec les scientifiques, mais
La logique, c'est qu'on traite des enjeux écologiques et sociaux à l'échelle du bâtiment, et pas que écologiques. Si on n'est que écologique, ce n'est pas de la résilience, c'est de l'écologie, mais ce n'est pas de la résilience. Et puis, il faut penser résilience du bâtiment, c'est-à-dire protéger, si on peut utiliser ce terme, les occupants du bâtiment, mais pour que le bâtiment soit résilient, il doit impérativement participer à la résilience du quartier ou de la ville, puisque c'est la logique systémique. Donc il ne faut surtout pas penser le bâtiment tout seul, mais aussi dans ce qu'il peut apporter au quartier. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que l'énergie et le carbone. Pour que ça soit résilient, ce n'est pas que l'énergie et le carbone, c'est aussi les autres items. Alors, je suis un grand promoteur du low-tech. C'est quand même souvent bien plus compatible avec la résilience. Hein. Chaque fois qu'on met un capteur, on utilise des terres rares. Hein, c'est bientôt fini. Chaque fois qu'on collecte de la data, on la met sur un serveur énergivore. À un moment, il va falloir qu'on mette en regard nos logiques de baisse de consommation d'énergie et nos logiques de développement du big data. Quoi. Enfin, il va falloir trouver les justes mesures, on va dire, dans tout ça. Et un bâtiment, il faut que le bâtiment puisse tourner sans électricité. Hein. Un bâtiment résilient, c'est un bâtiment qui arrive à tourner sans électricité pendant une semaine. Donc s'il est rempli de capteurs, que tout dépend de logiciels, etc., c'est un peu plus compliqué. Et enfin, bien sûr, ça respecte les objectifs de transition écologique et ça respecte les objectifs de transition solidaire que j'ai essayé de détailler un petit peu plus par ici. Je suis absolument désolé, j'ai dépassé de 5 minutes et je vous remercie de votre attention.